Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires. Bonjour téléspectateurs de la Monto TV, vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce grand numéro, le grand rendez-vous du week-end, l'émission Écho de l'IAC qui se passe chaque samedi à partir de 13h15 jusqu'à 14h juste. Et aujourd'hui, petit retard a été connu et on saura comment faire. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, vous êtes dans vos salons, vous êtes là des voitures, vous êtes là des supermarchés. Partout où vous nous captez, nous vous disons merci et surtout restez branchés car c'est encore le meilleur qui vous arrive après un petit moment de silence. Et silence dit aux problèmes techniques, aux problèmes des faits d'année. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui très forts pour vous nourrir encore une fois. Vous nourrir science, culture, sport, dans tous les domaines possibles. Car Écho de l'IAC, c'est une émission qui touche tous les coups possibles, tous les sujets possibles. Et pour aujourd'hui, avant de nous plonger dans notre grande rubrique, le grand débat, une rubrique chère, car vous attendez cette rubrique à question. Et pour aujourd'hui, nous allons skipper autour de la critique du programme scolaire. C'est pour cela que vous devez rester branchés. Vous devez rester scotché, rester devant votre poste téléviseur pour ces grands rendez-vous. Avant de lancer cette rubrique, soit avant de décortiquer cette thématique, la critique du programme scolaire congolais, nous allons d'abord vous égayer encore une fois, vous donner l'actualité qui domine au CDUAC, l'actualité qui a dominé l'actualité, en fait, le monde scientifique, le monde académique, j'y arrive au sein de notre université. Et vous le sachez peut-être, la faculté des sciences appliquées de l'IAC a y organisé une excursion en ville sœur de Béni. Et ça a été très cool. Parmi les programmes, ils avaient visité l'aéroport de Mavivi, les idiots avaient visité l'aéroport. Ils ont visité le site de l'IAC Béni. Ils ont livré un match de basketball avec leurs camarades de l'IAC Béni. Ils ont animé une conférence autour de l'intelligence artificielle au sein de l'IAC Béni. C'était vraiment waouh. C'est pour cela que je vous laisse en suivre dans quelques minutes l'introduction, soit l'intégralité de ces grands voyages, soit cette grande découverte. Ce sont les étudiants de l'Université de l'Assomption Congo IAC Butembo et celle de Béni qui ont participé à cette conférence. Ces participants sont en grande partie des options techniques dans les deux universités. Le sujet choisi, de l'intelligence artificielle à l'intelligence naturelle, vice-versa. Pendant son exposé, les deux facultaires des sciences appliquées à l'UAC Butembo démontrent l'évolution de la technologie dont l'homme ne peut pas se passer. Les gens pensent que l'IA, donc l'intelligence artificielle, c'est une notion d'aujourd'hui. Alors que depuis longtemps, l'homme qu'on appelle l'homo sapiens, donc l'homme sage, a essayé de comprendre ce qui l'entoure comme univers. À l'intelligence artificielle, c'est tout un grand domaine. Ce n'est pas que si je suis docteur en intelligence artificielle, donc je suis partout là, non. Il y a des disciplines en intelligence artificielle, comme à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des systèmes intelligents au niveau du milieu ici en bas, les systèmes experts, où on prenait les connaissances des individus experts, par exemple la médecine, en droit, on inférait dans les machines. Parlant de son applicabilité dans l'intégralité académique, le père héritier Mbia encourage les scientifiques à se lancer dans l'usage de l'intelligence artificielle pour son exactitude dans la réponse à la requête de l'homme. Cependant, celui-ci conseille de ne pas tout laisser aux machines à la place de l'humain. Aujourd'hui, il y a une relation complexe entre l'homme et l'intelligence artificielle. On ne peut pas nier cela.
Donc aujourd'hui en 2024, il ne faut pas que quelqu'un dise, même un enseignant dise que non, il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle. Là, c'est qui n'est pas dans notre monde. Parce qu'on ne peut pas. L'intelligence artificielle nous oblige à nous adapter au monde actuel. En dépit de cela, n'abandonnons jamais notre capacité de raisonner, de penser et d'agir parce que l'intelligence artificielle est là. À tout moment, utilisez vos cerveaux. Les étudiants présents à cette conférence ont exprimé leur avis de recourir à la technologie pour un beau parcours académique. Moi, je vais désormais chaque fois utiliser l'intelligence artificielle afin, non pas qu'il puisse m'aider à, non pas qu'il puisse faire les TP pour moi ou pour faire quelque chose de bien. L'Université de l'Assomption au Congo est l'une des universités qui désormais recourt beaucoup à la technologie dans ses activités académiques et para-académiques, une manière d'exercer les étudiants à s'y appliquer. Et du coup, Ce duel a eu lieu pendant que les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, Yassé Boutembo, étaient en sortie scientifique en ville de Béni. Une sortie organisée par la faculté des sciences appliquées de cette institution universitaire. Le stade du 15 octobre de la ville de Béni a abrité ce jeu. Au premier sifflet de cette rencontre, les deux équipes ont l'air à forme pour affronter ce duel entre les deux universités assomptionnistes. Au bout de 13 minutes seulement, l'équipe visiteuse cède en encaissant le premier but de la rencontre. Cette ouverture du score change la couleur du match. Hélas, le terrain n'est pas habituel pour ces polytechniciens venus de Boutembo. Le deuxième but pour ceux de Béni se marque dès le début de la deuxième partie. Le score de 2 buts boucle cette rencontre. D'après Nzanzu Moussango, vice-capitaine de l'équipe de l'UAC Béni, il s'agit d'un match amical qui vise à renforcer la convivialité entre les deux équipes. Match d'amitié, nous avec nos amis de l'IAC Boutembo, on a fait quand même quelque chose. l'IAC tous, nous avons gagné. Ce n'est pas à dire que Béni a gagné, pas IAC Boutembo, mais tous nous avons gagné. Pendant leur séjour à Béni, les étudiants de l'UAC Boutembo ont aussi livré un match de basketball contre les étudiants de l'IAC Béni. Une rencontre qui s'est terminée à queue de poisson suite à un malentendu de l'équipe d'entente. Et voilà, merci de la visite du site de l'IAC Béni, en passant par le match de basketball qui avait opposé l'IAC à l'IAC Béni. Après cela, c'était une conférence autour de l'intelligence artificielle animée par le professeur Héritier Tengue, que j'ai salué en passant. Et après, c'était la visite de l'aéroport de Mavivi. Voilà le gros de la visite du séjour des étudiants de l'IAC, plus précisément ceux des sciences appliquées, soit Polytechnique à Béni, du 29 août au 1er septembre. Sans plus tarder, nous nous laissons dans les vifs de cette émission, la rubrique débat, la grande rubrique, la rubrique chère que vous attendez tant. Et comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous allons stipuler autour d'une rubrique, soit d'une thématique riche, car nous allons essayer de faire la critique du programme scolaire congolais. La critique du programme scolaire congolais. Et pour développer cette thématique, nous avons invité pour vous un chef de travaux qui s'appelle Mwangaza. Il est pédagogue et il enseigne au sein de l'USP, si je ne me trompe pas. Et donc, téléspectateurs, je m'en vais sans plus tarder vous présenter notre invité du jour. Avec lui, nous allons développer cette thématique. Bonjour, monsieur le chef de travaux. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est pour nous une grande joie de vous recevoir, surtout pour la première fois sur ce plateau de la Monto TV. Vous vous sentez encore comment? En tout cas, je me sens à l'aise. C'est une émission qui était préparée il y a longtemps, mais il y avait toujours des contretemps. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons fait tout de notre mieux pour être là et vous présenter les condensés de cette émission. Voilà, merci. C'était, et téléspectateurs, nous sommes au centre de la communauté
Nous sommes une émission aussi pédagogique. C'est pour cela que nous ramassons toutes les thématiques possibles pour essayer de vous instruire. Alors, pour cette thématique, messieurs les chefs de travaux, critique du programme scolaire congolais, donnez-nous d'abord l'aperçu général de ce programme depuis l'époque coloniale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de me faire la parole. En fait, nous allons parler plus du système éducatif congolais. Et ce système éducatif est subdivisé en 3 grandes parties. Nous avons premièrement la période précoloniale, nous avons la période coloniale et la période post-coloniale. Et la période précoloniale va des origines jusqu'à 1878. Et de 1878 jusqu'à 1960 fait la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est la période que nous avons appelée post-coloniale, qui va de l'indépendance, donc de 1960 à nos jours. Alors, nous allons essayer un peu de voir comment le système éducatif congolais a évolué dans les temps et dans l'espace. Nous allons d'abord prendre la période précoloniale. Et donc, c'est une période avant même l'arrivée des Belges ici chez nous au Congo. Cette période est caractérisée par une éducation que nous appelons éducation qui est basée sur la famille. Donc, la famille était le noyau de l'éducation. Comme il n'y avait pas d'école au vrai sens du terme, c'était la famille, le clan, la tribu qui pouvait alors constituer le noyau d'éducation. Et l'éducation était purement théorique, donc elle se transmettait de bouche à oreille. Et pendant cette période, on devait apprendre aux enfants comment se débrouiller dans la vie, comment ils peuvent gérer leur foyer. Et cela se faisait pendant un moment qui est crucial, qui était l'initiation. Et c'est pendant cette initiation qu'on devait apprendre aux enfants comment faire tout cela pour devenir adultes. Et à l'arrivée maintenant de l'homme blanc, et c'est aux années 1878 qui sont arrivés ici. Et nous allons devoir être plus brefs, puisque nous avons une partie qui est avant, lorsqu'ils venaient faire les explorations, mais juste quand ils sont arrivés, ils ont créé les premières écoles. Et ces écoles n'étaient pas créées dans le but de former un vrai Congolais, mais c'était dans le but de former les auxiliaires qui pouvaient les aider dans la colonisation. Et comme ils venaient exploiter le Congo, il fallait alors une main d'œuvre. Et l'éducation pendant cette période-là était une éducation que nous appelons utilitaire. On devait former les gens lorsqu'on en avait besoin. Par exemple, on veut construire des bâtiments, il faut alors former des maçons, des charpentiers, qui vont alors aider ces Belges à s'installer ici. Avant, comme je le disais, il n'y avait pas d'école. Ils ont trouvé que s'ils pouvaient importer une main-d'œuvre de l'Europe jusqu'ici, cette main-d'œuvre coûterait cher. C'est comme ça qu'ils ont cherché à former les gens sur l'État. Et donc, on forme les gens qui vont directement faire. Et l'éducation pendant ce temps-là était tellement pratique. Nous sommes arrivés pendant une période où l'éducation devait évoluer selon les temps. Nous arrivons aux années 1930, on essaie de former les gens pour, disons qu'ils deviennent des infirmiers, des agronomes, et on avait même commencé d'une manière là rudimentaire l'enseignement supérieur. Mais si nous voyons de près, la politique belge, c'est une politique qui est basée sur ce que nous appelons ici l'utilitarisme. Et ils ont alors utilisé une politique que nous appelons ici la politique coloniale qu'on appelle le paternalisme. C'est-à-dire le Belge est à la tête et les Congolais sont des enfants qui doivent alors suivre ce qui est dicté par le Belge. Alors nous arrivons à la période de la Seconde Guerre mondiale. C'est entre 40 et 45. Et comme les Belges avaient déjà formé ici des militaires, ce sont ces militaires qui devaient faire des expéditions. Ils devaient alors traverser la période, donc pas la période, donc l'Afrique du centre vers le nord.
Alors, ils sont passés par les pays qui étaient colonisés par les Français. Ils sont passés par les pays colonisés par les Anglais. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé que là, l'éducation et la façon même de vivre de ces colons-là était vraiment une manière différente du Congo. C'est comme ça que quand ils sont revenus après la guerre, ils ont trouvé qu'il fallait réformer. Voilà. Puisque les autres, eux, ne se considéraient pas comme pères. Les Blancs pouvaient même échanger avec les Noirs. Alors excusez-moi, si on peut déjà intervenir. Alors, vous avez parlé de 3 grandes périodes. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait au moins des avancées, des conséquences, soit des avantages? Car au moins, il y avait une moindre éducation. Vous avez parlé d'une éducation utilitaire qui tournait à l'avantage des colons. Est-ce que du côté congolais, il y avait des avantages pour nous, soit des désavantages? Oui, il y avait des avantages et des désavantages. Certains avantages, c'est que lorsqu'on devait former les gens, comme nous n'avions même pas de bibliothèque, on ne pouvait pas savoir écrire ni lire. Donc tout était oral. Mais avec l'arrivée des Belges, même si eux visaient leurs propres intérêts, mais ils ont quand même appris à lire et à écrire. Ça, c'est un avantage. Et l'éducation qu'on nous a donnée était pratique. Donc on devait chercher à savoir résoudre un problème réel. Mais malheureusement, cet enseignement qui était donné était au niveau élémentaire, puisque chez eux, ils ne visaient pas former quelqu'un qui pouvait faire même des recherches. Chez eux, c'était seulement former des gens d'une manière rudimentaire pour qu'il arrive à résoudre un problème pratique et ne pas faire des recherches comme on est en train de le faire aujourd'hui. Voilà. Ça, c'était dans la période coloniale. Mais pendant la période post-coloniale, là où j'allais, il fallait maintenant montrer ce changement-là. Vous savez que l'indépendance est arrivée d'une manière brusque. Les Belges ne s'attendaient pas à un changement et on l'a fait d'une manière brusque. Et comme les gens n'étaient pas préparés, cela a créé beaucoup de difficultés. Alors, à un moment donné, quand je disais qu'ils revenaient de l'Europe, quand ils sont arrivés au Congo, ils ont dit qu'il faut réellement qu'il y ait une indépendance. Et l'indépendance qui n'était pas préparée exactement, elle est arrivée le 30 juillet 1960. Oui. Alors, avant cela, à partir des années 1955, comme les gens étaient en train de réclamer, il y avait une période là où, quand les gens étaient en train de réclamer, les Belges se disaient non, non, ces gens ici, comme ils réclament, créons une classe sociale pour ces gens ici, pour qu'ils ne se sentent plus des nègres. Voilà. C'est comme ça qu'on a créé la classe des évolués, on a créé la classe des assimilés aux évolués, c'était juste pour les cajoler, mais cela n'a pas géré la difficulté. En 1955, il y avait eu un ministre de l'enseignement, Auguste Buisseret, qui avait généralisé le programme belge. Et malheureusement, c'est un programme qui était conçu pour les Belges, mais qu'on devait alors expérimenter ici au Congo. S'il fallait étudier la géographie, il fallait que ce soit la géographie belge qui sera étudiée ici au Congo. L'histoire, et aux années 60, on a produit des enfants qui pouvaient savoir les vallées, les rivières qui sont en Belgique, mais malheureusement qui ne savent même pas leur propre histoire. Voilà. Et arrivé aux années 60, c'était l'indépendance, il fallait alors un changement. Donc ce sont des programmes qui devaient se faire pendant la période coloniale. Maintenant nous sommes à l'indépendance, oui, et en 1960, il y a eu maintenant les Congolais qui gèrent le pays. C'est comme ça qu'ils ont organisé, changé le programme. Et le programme, on a fait appel aux experts de l'UNESCO. Nous avons les experts congolais qui avaient déjà fini justement. Et c'est comme ça qu'on a mis sur pied le programme en 1960. Voilà, merci monsieur le chef des travaux pour ce résumé. Et donc, de la période post-coloniale jusqu'à l'indépendance et avant d'aller après, avant d'attaquer la partie suivante, nous allons d'abord vous poser aussi une autre question. Après analyse, après peut-être étude, est-ce que les programmes enseignés par les colons peuvent apporter solution à nos problèmes actuellement?
Est-ce que nous pouvons dire que grâce à ce qu'ils nous avaient assigné, aujourd'hui, nous pouvons révolutionner peut-être notre façon de faire, sorte le monde dans l'ensemble? Bon, en fait, si nous pouvons être clairs, chaque programme s'adapte au niveau, disons au moment pendant lequel il est appliqué. Nous savons que le monde est à perpétuel changement. Et ce changement-là s'adapte aussi, donc le programme doit s'adapter à ces changements. Pendant cette période, le programme était adapté. Mais si on peut encore chercher à vouloir y revenir, vous savez qu'actuellement nous sommes dans le monde qu'on appelle la mondialisation, et les choses ont changé. Elles ne s'adaptent plus à cette période-là. Donc, c'était un programme, ou bien des programmes qui étaient adaptés à ce moment-là, mais pour le moment, nous ne pouvons plus dire que ce sont les programmes qu'il faut pour nous adapter actuellement. Mais au moins, dans votre speech, vous avez dit que leur programme visait trop la pratique, c'était vraiment élémentaire. Or, avec la mondialisation, on a aussi besoin de gens qui savent pratiquer, qui savent faire. C'est pour cela qu'actuellement, on commence à privilégier même les options techniques. En tout cas. Exactement. Ces programmes continuent à nous aider. Exactement. Si nous parlons pratique, nous allons dire que ces programmes sont adaptés. Mais si nous voyons maintenant les enjeux du moment, j'ai dit que nous devons alors les adapter à la période pendant laquelle nous vivons. Donc, ce sont des programmes qui répondaient aux problèmes qui se posaient pendant ce temps-là. Mais à un moment donné, si nous pouvons maintenant prendre même la période post-coloniale, c'est là que nous allons maintenant trouver que les choses sont allées du mal au pire. Voilà donc salutation. Aussi, quelle est votre perception face au programme actuel, au programme scolaire actuel, donc dès l'indépendance jusqu'à maintenant? Votre perception. Merci beaucoup pour cette question. En fait, si nous prenons la période post-coloniale, nous allons directement prendre la période qui va de 60 à nos jours. C'est une longue période aussi, mais cette période est subdivisée aussi à différentes périodes. Nous allons trouver que le système éducatif va avec, disons, la politique du pays. On ne peut jamais parler relèvement du système éducatif sans parler de la politique du pays. Et cette période est subdivisée aussi en trois grandes parties. Nous avons la première partie qui est la période de la politique du président Mobutu qui va de 60 jusqu'à, non pas de 60 plutôt, nous avons quatre grandes parties, mes excuses. Nous avons la période qui va de 60 à 64, ça c'est la période de Kasavubu. Nous avons la période de 65 à 97 qui est la période de Mobutu. Et après nous avons la période de 97 à 2001 qui est la période de Laurent Désiré Kabila. Et enfin la dernière période, bon, si on peut dire la fin, il y a une autre partie, comme nous avons la période de Joseph Kabila qui va de 2001 à 2018. Et après nous avons la dernière partie qui est la période de Tshisekedi. Voilà, merci. Et après ces dates, après l'énumération de ces grands moments, nous disons d'abord aux téléspectateurs que le numéro est là, le débat est très roulé. Vous voulez intervenir, vous voulez nous écrire, faire partie des nôtres, contactez seulement le numéro qui est à un pan de vos postes téléviseurs. Vous allez nous joindre et vous serez des nôtres. Comme nous sommes en train de vous le dire tantôt, nous stipulons autour de la thématique critique du programme scolaire congolais. Et nous avons reçu le chef des travaux, j'y arrive. Le chef des travaux, j'y arrive. Merci. Et donc, sans plus tarder, j'aimerais accorder une fois encore la parole au chef des travaux, dont je cache tout petit peu les noms, car ça va revenir à la fin. Merci. Merci beaucoup encore une fois, monsieur le journaliste. En fait, si nous pouvons prendre la première période, comme déjà je parlais du programme scolaire, il y a le programme de 1961 et qui est un programme qui a beaucoup servi le pays. Il fallait adapter maintenant les enseignements au niveau du congolais et non plus prendre un programme belge. Et ce programme a été suivi et cela nous a servi pendant la période de
disons de Kasavubu et la période de Mobutu. Mais ce qui a changé, c'était quoi? Comme nous le savons très bien, un programme doit répondre aux problèmes qui se posent dans un pays. Et on a trouvé que cela a répondu aux problèmes, mais comme je le disais, plus les choses évoluent, plus aussi il y a des changements et le système doit chercher aussi à s'adapter à ces changements. Quand on doit concevoir un programme, le programme doit chercher à vouloir résoudre un problème dans le futur et non pas un problème présent. Nous sommes arrivés aux années 71. Là, je ne vais pas parler plus de la politique, mais en 71, c'était la période de la zaïrianisation. Oui. Et quand nous parlons de la zaïrianisation, Mobutu a cherché à vouloir s'arroger le pouvoir de récupérer tous les services, même l'enseignement. Alors, à un moment donné, il s'est dit, comme je viens de changer, par exemple, le pays qui était Congo qui devient Zaïre, la monnaie qui était la monnaie congolaise qui devient Zaïre aussi, on est arrivé aussi au fleuve et aux années 74, il a maintenant dit, je récupère toutes les écoles pour que ces écoles deviennent des écoles publiques. Et pour engager quelqu'un, il fallait être une voici bien père pour être alors dirigeant d'une école. Alors, ces gens-là qui n'avaient pas de morale, ils ont récupéré les écoles et la corruption. Et je ne sais pas n'importe quel mal sont entrés dans l'enseignement. Et cela a commencé aux années 75 jusqu'à 77. À 2 ans seulement, toutes les écoles étaient déjà presque par terre. C'est comme ça que les propriétaires des écoles se sont dit, désormais nous récupérons nos écoles et on a signé ce qu'on appelle les conventions scolaires. Et à signer les conventions scolaires, il fallait alors que ces gens-là récupèrent les écoles et après les avoir récupérées, qu'on voit maintenant comment réintégrer certaines choses qui n'allaient pas. Et comme vous le savez bien, il est facile de détruire, mais difficile à construire. Et c'est ce qui ronge notre système éducatif jusqu'aujourd'hui. On a détruit, mais lorsqu'on cherche à relever les défis, on trouve que cela n'est toujours pas facile. Il y a toujours des problèmes. Après Mobutu, comme je vous le disais, il y a Kabila qui arrive. Il met d'autres programmes, mais ces programmes, au lieu de s'adapter, il y a encore un autre changement de régime, et celui-là aussi change. Après, voilà, il y a Fatih qui vient aussi avec la gratuité, voilà des ramifications. Comme on était court, quelle critique avez-vous à ces programmes actuels? Les points forts et les points faibles. Si nous pouvons, merci beaucoup, si nous pouvons encore revenir au nouveau programme, si nous pouvons prendre l'état actuel, nous allons trouver que c'est un programme qui est en train de chercher à vouloir, disons, répondre aux besoins du moment. Actuellement, nous sommes en train de parler de la pédagogie d'intégration ou la pédagogie par compétence. Quand nous parlons de pédagogie par compétence, c'est juste chercher à intégrer ce que nous apprenons dans la vie courante. Et là, c'est pour revenir encore à l'aspect pratique que de rester dans le sens théorique. Donc, lorsqu'on doit donner des enseignements, il faut qu'on cherche à montrer à l'enfant que ce qu'on apprend doit se réaliser exactement dans sa vie. Est-ce que c'est le cas pour ici chez nous? Est-ce que c'est le cas? Exactement, les enseignants sont en train de chercher à s'adapter à cela. Mais ce qui décourage, comme vous avez parlé aussi des défis, voilà. Nous avons d'abord le problème qui est lié à la prise en charge des enseignants. Vous savez que pour le moment, nous sommes en grève. Oui. Il y a les enseignants qui sont à la maison qui réclament leur prise en charge. Et c'est là cela tourne au désavantage des enfants. Exactement, au désavantage des enfants. Et lorsque nous voulons chercher à trouver les causes de cela, nous devons entrer dans tous les systèmes éducatifs. Chacun a sa part. Et vous savez qu'il y a les agents que nous appelons les agents de l'éducation. Nous avons les parents, nous avons les apprenants, nous avons les enseignants, nous avons l'État, nous avons l'Église et tous
tous ces gens-là doivent travailler en interaction. Vous trouvez qu'ici il y a blocage pour le moment, si les enseignants ne vont pas à l'école, ils sont en train d'accuser qui? Ils sont en train d'accuser l'État. L'État lui-même aussi va accuser quelqu'un d'autre. Mais si tout le monde pouvait accuser tout le monde, que deviendrons-nous? Donc nous devons chercher à trouver tous une solution à ce problème ici. Mais le problème que nous sommes en train de gérer ici, programme scolaire, le programme en soi peut être bien conçu, mais c'est l'applicabilité qui devient un autre problème. Et s'il y a un problème d'applicabilité, déjà, on peut dédier ces problèmes à qui finalement? Alors je suis en train de dire que c'est un système. Voilà. On ne peut pas vraiment indexer un individu. Même si nous sommes en train de dire que l'État ne paie pas les enseignants. Mais est-ce que les enseignants aussi sont en train de faire leur part? Est-ce que les apprenants font leur part? Nous sommes actuellement dans ce que nous appelons mondialisation. Voilà. Nous sommes des enseignants. Vous trouvez que quand vous posez une question aux apprenants, qu'est-ce qu'il faut? Ils prennent leur téléphone et ils n'ont plus leur tête pour raisonner, mais ils ont leur téléphone pour raisonner. Et vous croyez que ça va vraiment aider le pays à changer? Ça, c'est un problème sérieux. Voilà. Donc nous ne pouvons pas accuser une partie, nous devons accuser tous les systèmes et chercher maintenant à dénicher la part de chacun pour trouver une solution. Et après, à part le défi là, le problème là que vous venez d'attribuer aux élèves, la facilité aussi dans la réflexion, quel peut être notre problème du côté des élèves si on peut dire aujourd'hui que le programme scolaire congolais ne tourne plus à l'avantage de ses apprenants? En fait, nous devons aussi connaître une chose. Nous sommes dans la période de mondialisation. Mais le vrai problème, c'est quoi? Dans cette mondialisation, nous n'avons même pas des outils qui sont appropriés. Prenons le cas actuellement de l'enseignement de l'informatique. Vous allez demander à un enseignant de dispenser les cours d'informatique quand lui-même ne connaît pas, il n'a même pas la machine. Qu'est-ce qu'il va faire? Finalement, et ça on peut l'attribuer à qui? Moi je connais. L'enseignant en soi ne maîtrise pas la machine, mais il enseigne quand même aux enseignants hardware, software. Est-ce que le problème ne revient pas au préfet qui avait engagé un enseignant qui n'est pas capable? Mais je dois vous dire une chose, ça c'est un problème qui est généralisé. Là où vous êtes en train d'intervenir étant en ville, allez dans les milieux reculés. Vous dépassez Buyinga, vous allez dans le fait fond, vous trouvez une école où il n'y a que des enseignants, eux-mêmes qui n'ont jamais même vu l'ordinateur, peut-être qu'ils l'ont vu seulement les jours de l'enrôlement. Et vous lui demandez de donner même les parties de l'ordinateur, est-ce qu'il est capable? Téléspectateurs, ça s'annonce très chaud, ça s'annonce vraiment chaud. C'est pour cela qu'avant de continuer, avant de passer aux pistes de solutions, nous allons prendre d'abord un verre d'eau et nous allons vous revenir dans quelques instants. Merci. Ils produisent des biogaz, des pavés en plastique. Ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC.
vous êtes toujours là, devant vos postes téléviseurs, téléspectateurs de la Moto TV. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Écho de l'UAC, une émission purement scientifique, et nous sommes dans la rubrique débat. Et aujourd'hui, dans cette grande rubrique, nous stipulons autour de la thématique critique du programme scolaire congolais. Et pour ça, nous avons invité le chef des travaux, Mwangaza, qui est en train de nous donner certaines réalités de ces programmes, car il est pédagogue, il maîtrise très bien les systèmes. C'est pour cela que après ce point de vue sur les systèmes scolaires actuels, nous allons alors passer aux pistes de solutions. Comme nous sommes une émission scientifique, nous sommes une émission pédagogique, nous sommes aussi là donc pour vous donner, vous enseigner, mais aussi relever certains défis qui existent dans la communauté. Et donc, sans plus tarder, je m'avais donné encore une fois l'espace à mon invité et il va devoir nous parler, il va devoir nous donner certaines pistes de solutions. Messieurs les chefs des travaux, que pouvons-nous alors faire pour relever les défis? Car c'est comme si déjà le programme en soi est endommagé, pour ne pas dire malade, mais c'est endommagé. Parce que disons, si on peut avoir la part du côté des enseignants, du côté des apprenants, du côté de l'État même, alors ça prouve que c'est déjà détruit. Qu'est-ce que nous pouvons leur faire pour arranger, mais aussi réparer tant soit peu ces systèmes? Oui, merci encore une fois pour la parole accordée. Et avant de passer aux pistes de solution, je voudrais donner une petite précision par rapport à la façon dont le programme doit être conçu. Voilà, merci. En fait, pour concevoir un programme, il est dit qu'il faut d'abord analyser le programme passé. Oui. Qu'est-ce que ce programme a comme bienfait? Qu'est-ce que ce programme a comme défi? Oui. Et si on trouve que les défis sont supérieurs aux effets, alors à ce moment-là, on va alors faire ce qu'on appelle réforme. Oui. Et quand nous parlons de la réforme, c'est un changement radical des programmes scolaires. Mais si on trouve qu'il y a certains éléments qu'on peut peut-être remanier et les autres sont bien utilisés ou bien sont à bon état, on fait ce qu'on appelle la refonte. Oui. Et alors, notre système éducatif a toujours eu ce problème-là. Lorsqu'on conçoit le programme, certains, c'est juste pour gagner de l'argent. Normalement, un programme scolaire doit suivre certaines étapes. Après l'évaluation, on doit chercher alors à concevoir le programme qui est adapté au milieu. Et quand le programme est conçu, il est dit que ce programme doit être fonctionnel pendant au moins 20 ans. Comme ça, on sera en train de voir les gens que nous appelons les outputs, donc les formés, comment ils se comportent sur le marché du travail. Et alors, ce genre-là, quand vous voyez que ça ne va plus, c'est à ce moment-là qu'on va changer. Alors je disais, nous avons l'évaluation, nous passons par la période de conception. Après la conception, il est dit que le programme doit être essayé dans une école qu'on appelle l'école pilote. Et les écoles pilotes sont connues, elles ont été conçues pour ça. Comme à Kinshasa, nous avons certains collèges qui sont reconnus comme des écoles pilotes. Et l'école pilote signifie, lorsque vous avez un programme, il doit être essayé là-bas. Et on va faire la comparaison des résultats obtenus par le nouveau programme. Et donc il y aura certains enfants aussi qui seront suivis par l'ancien programme et on va comparer les résultats. C'est après un minimum de 3 ans à comparer les résultats qu'on peut alors généraliser le programme dans tout le pays. Chose qui ne se fait pas dans notre pays. Voilà. Les programmes sont conçus et après la conception, on les largue sur terrain. Et directement, toutes les écoles deviennent des écoles pilotes. Or, ce n'est pas ce qui est recommandé. Voilà. Et lorsque nous crions, nous ne devons que crier puisque nous n'avons pas suivi tous les processus d'implantation d'un programme scolaire. Alors, si nous pouvons revenir maintenant à la question posée, qu'est-ce que nous pouvons alors attendre de ce programme? Est-ce que c'est un bon programme ou un mauvais programme? Le plus souvent, le programme en soi n'est pas mauvais.
puisqu'on les conçoit, on conçoit même les objectifs à poursuivre, et il est alors recommandé de mettre en pratique tout ce qui est prévu. Mais malheureusement, à cause de plusieurs défis, on n'arrive pas à le faire. Un enseignant qui va aller à l'école sans manger, un enseignant qui a un petit rien, ne sera plus motivé à faire réellement ce qui est recommandé. Nombreux enseignants ne savent même plus chercher le matériel didactique. Ils enseignent d'une manière expositive, pendant que le matériel est même à côté de lui, puisqu'il se sent lui-même découragé. C'est dit, même si je pouvais chercher ceci ou cela, combien je vais gagner? Et c'est comme ça que nombreux enseignants deviennent de touche à tout. Le même enseignant qui devient motard, le même enseignant qui devient photographe, le même enseignant qui devient agriculteur, le même enseignant, et il arrive chez lui très fatigué, il n'a plus le temps de préparer ses matières. Ça, ce sont des défis, et comme solution, il faut tout d'abord que l'État respecte vraiment l'implantation des programmes scolaires. Comment on doit se mettre pour concevoir un programme scolaire et comment le mettre en œuvre. On doit chercher aussi à résoudre les problèmes qui sont liés au milieu dans lequel on se retrouve. Un programme doit chercher à répondre aux besoins du milieu. Mais malheureusement, nous trouvons que même les programmes qui sont aussi n'arrivent pas à répondre aux besoins des milieux. Nous sommes dans la mondialisation. Comme je vous l'ai dit, on est en train de vouloir imposer l'enseignement de l'informatique. Mais est-ce que les moyens sont réunis pour y arriver? Ça, c'est un problème sérieux. Mais moi, je me suis toujours dit que si on devait réellement répondre aux desiderata des enseignants, et là, je vais dans le cadre du paiement, par exemple, du salaire. Si les enseignants sont bien payés, et là, je sais que les inspecteurs vont aussi faire très bien leurs activités. On ne peut pas être en mesure de venir inspecter un enseignant quand l'enseignant là, on sait qu'il n'a pas trouvé quelque chose. Mais actuellement, dans les écoles, mais aussi, ça ne veut pas dire que en fait, la grande part peut peut-être revenir aux enseignants, parce qu'actuellement, on voit les enseignants qui se méconnaissent même au niveau des institutions. Un enseignant qui vient à l'école devant les élèves, déjà ivre, il peut vraiment bien dispenser la matière. Oui, merci. On a mis l'État, les enseignants eux-mêmes. Exactement. Ce que vous dites, il y a certains enseignants qui peuvent tomber dans ces antivaleurs, c'est peut-être pour chercher à faire ce qu'on appelle le refoulement en psychologie. Quelqu'un qui a des difficultés, qui ne sait plus quoi faire, se dit bon, si tel est le cas, alors il faut que je me faufile là-bas pour essayer de dissiper mes soucis. C'est aussi d'autres chefs qui prennent les bidons de K6, qui distribuent sans enseignants que peut-être, voilà, ça déjà c'est premier élément. Non, tout ça, ce sont des antivaleurs normalement qu'on devait rejeter dehors. Alors, vu que nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire, quel conseil prodiguez-vous aux enseignants, mais aussi aux élèves qui ont commencé? Bon, en fait, vous savez très bien que nous sommes en période de grève, comme je l'ai dit. Il y a certains enseignants dans certaines écoles qui sont en train d'enseigner, puisque eux peut-être ont compris que la solution ne sera pas magique. Ceux-là, nous leur disons merci, mais si on doit chaque fois aussi oublier de revendiquer son droit, on a trouvé que dans notre pays, peut-être la meilleure façon, c'est de revendiquer son droit, et pourtant le droit ne doit pas se revendiquer. On devait vraiment être rétribué selon ce qu'on a fait comme activité. Alors, ici, moi, je voudrais dire aux enseignants, c'est vrai, il y a certains qui pleurnichent, qui font comme s'ils ne gagnent rien. Et on revendique qu'on soit payé, au même moment on oublie qu'il y a d'autres maintenant qui ne sont même pas mécanisés. C'est ça le mal. Et donc, si on devait être unis et parler le même langage, il n'y aurait plus de problème. Même dans les écoles, comme vous le dites exactement, vous trouvez certains enseignants qui sont consciencieux et d'autres qui ne le sont pas.
Et si on pouvait assainir ce système, mais moi je me dis, si on arrive à assainir le système, il faut partir d'abord de leurs droits. Si on les paye bien, moi je sais que les autres éléments vont aller dessus. Donc le programme sera respecté. Exactement. Comme je le disais, les inspecteurs ont pour rôle de contrôler les enseignements. Mais curieusement, les inspecteurs eux aussi sont à grève. Qui doit contrôler qui maintenant? Donc c'est un cercle vicieux. Et alors, du côté des élèves, quel conseil aussi? Parce que pour qu'il y ait vraiment bonne application de ce programme, il faut qu'il y ait éveil de conscience du côté et des enseignants et du côté des élèves. Oui. Les enfants deviennent la conséquence de ce qui se passe dans notre pays. Vous savez qu'avec la mondialisation, tous les enfants cherchent à s'adapter à ce qui arrive. Le rôle des enseignants serait maintenant de prendre ces enfants et de les orienter vers un avenir meilleur. Mais vous réalisez, et les enseignants et les apprenants, tous sont empalés dans ce même système. Et donc chacun doit prendre sa conscience. Les enfants, pour qu'ils arrivent à changer, il faut d'abord un changement au niveau de la tête. Que nous puissions changer nous comme enseignants. À quoi vous demander encore à un enseignant de changer quand l'enseignant lui-même est à la base de ça? Si nous pouvons voir ce qui se fait dans les écoles, comme la corruption, l'enseignant est le premier à demander à un enfant de faire ceci ou cela. Et vous croyez qu'à ce moment-là, on est en train d'inculquer une bonne morale aux enfants? Ça non. Quand l'enfant sait que pour passer de classe, il doit donner, quel effort il va encore fournir? Voilà. Et donc, c'est ça. Ça veut dire que finalement, si actuellement, aujourd'hui, on peut dire que les programmes avec les programmes scolaires de notre pays n'est pas vraiment efficace, soit n'est pas respecté, la part ne revient pas qu'aux enseignants, mais c'est aussi aux élèves comme à l'État. Et tout le monde doit prendre conscience et ensemble, nous pouvons relever encore une fois ce système pour que ça soit bénéfique pour les générations futures et pour nous-mêmes d'ailleurs. Exactement, c'est ça. Voilà. Nous avons d'abord textes et en lisant ces textes, vous sentez que ça va. Mais le problème est au niveau de l'applicabilité. C'est seulement ça. Voilà, merci. Et téléspectateurs, vous avez été nombreux par votre téléviseur. Nous vous disons merci. Et nous sommes amenés par le temps, mais le débat est vraiment oublié. Et je vous souhaite que ce n'est pas la fin. Nous reviendrons pour essayer de disséquer la conséquence, de développer ce débat car c'est vraiment intéressant et c'est bénéfique pour notre jeunesse et notre avenir. Nous avons été sur ce plateau avec le CT Kambere Mwangaza. Je vous salue et je vous dis d'ailleurs merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, merci téléspectateurs. À votre tour, je vous remercie aussi. Je dis merci à mon réalisateur. Je dis merci à Saïd Ndenzanzou. Je dis merci à tout le monde. Nous avons été Christian Wassikale devant ce microphone. Nous vous souhaitons une excellente journée, excellent week-end. Merci. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et de renommée de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées,
Tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC.